Bonjour et bienvenue pour ce point d'actualité sur Conviction Asset Management. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir son président Philippe Delienne. Philippe, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Et Henri Masdeval. Bonjour Bogdan. Qui préside aux destinées du cabinet Valoré Finance. Et Henri, vous allez m'aider à poser des questions à Philippe Delienne. Je vous cède tout de suite la parole. Merci encore Bogdan de me donner la parole, notamment aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je ne vais pas être très gentil avec Philippe. Ça commence bien. Oui, parce que, Philippe, on se connaît depuis de nombreuses années, je connais le fonds Conviction. Quand on regarde le fonds Conviction, ce fonds a un track record de 10 ans, la performance est à peu près de 5,5,5, avec une vol de 5,5,5. Donc on a fait confiance à votre gestion, et puis voilà, patata. En 2011, catastrophe. Comment? Pas de raison, on ne sait pas où vous en êtes, etc. 2012, quelques tentatives, ça redépart un petit peu. Paf, 2013 revient derrière, septembre, c'est la cata. Qu'est-ce qui se passe chez Conviction AM? Ce qui s'est passé chez Conviction AM, c'est qu'on a un fonds qui, de 2003 à 2011, a complètement donné satisfaction à nos clients. Et ce fonds a une caractéristique, je crois, unique, c'est qu'il a une promesse. Une promesse, c'est je fais 20 à 30% des baisses et 40 à 50% des hausses. Dans la réalité, ça a été pour les baisses entre 50 et 10% des baisses et les hausses entre 30 et 90% des hausses. Donc c'est ça la promesse. Je crois qu'on est les seuls sur la place à avoir cette promesse. Et le principe du fonds a été de l'allocation d'actifs top-down, c'est-à-dire j'analyse les banques centrales, j'analyse les cycles économiques et monétaires et je fais une allocation d'actifs, et on nous a reconnu toujours plutôt de bonne qualité sur l'allocation d'actifs. Je sélectionne les meilleurs gérants pour réaliser cette allocation d'actifs, la mettre en œuvre, et donc on a toujours une gestion des risques extrêmement importante à base d'options. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Il s'est passé deux choses. Un changement de réglementation au niveau européen, UCITS 4, qui en soi était une bonne chose parce que ça permet de vendre nos fonds au niveau international, mais qui avait une conséquence, c'est qu'un fonds ne peut plus acheter un fonds de fonds. Cette conséquence, les porteurs qui nous avaient acheté, ces clients qui nous avaient souscrit, représentaient 15% de l'encours, c'est-à-dire une somme très importante. Et ils souhaitaient rester dans ce fonds. Donc, ce que l'on a décidé, c'est au lieu d'être un fonds de fonds, c'est-à-dire en fait un fonds mixte, titre en direct et fonds, nous sommes redevenus fonds uniquement en titre en direct, pour satisfaire nos clients. Moi, je voudrais savoir, on vous a fait confiance. Comment se fait-il qu'à un moment donné, votre process fonctionne, à moins que vous soyez tout seul dans votre gestion, etc., et que vous n'ayez pas les commentaires et les analyses qui vous sont nécessaires dans une période de crise, mais quelque part, il y a bien des raisons de cette contre-performance. Je les explique. Les raisons de cette contre-performance sont au nombre de deux. Premièrement, cette prise de décision pour répondre aux besoins. Vous êtes tout seul au quotidien? Comment ça se passe? Expliquez-nous un peu, parce qu'on ne vous connaît pas assez sur la gestion au quotidien. On est 10 gérants. D'accord. Je reviens quand même sur ce point, la gestion des titres en direct. On a considéré que c'était une bonne décision pour nos clients. Il y a une deuxième décision. Quand je rencontrais des CGP ou d'autres, me disaient le coût des options, les protections, pour justement amortir les baisses. On a toujours eu des options de vente en portefeuille. Ça coûte de l'argent. Votre gestion du risque coûte de l'argent. Donc on a travaillé. Et on a travaillé pour diminuer le coût. Et ça, on est arrivé à une deuxième décision, qui est de séparer le risque en deux parties. Les risques extrêmes, ce qu'on appelle les queues de distribution, c'est-à-dire le 11 septembre de 2087, etc., les grandes crises, on a toujours eu des protections très en dehors de la monnaie, avec des options très en dehors de la monnaie, et ça a toujours fonctionné. Mais ça arrive tous les 15 ans. Et de l'autre côté, il y a les crises normales. Le marché baisse entre 1 et 12%. Ça, on voit ça 2, 3 fois, 4 fois par an. On a décidé, pour diminuer le coût, de mettre en place des stop-loss. Sur le papier, ça fonctionne très bien. Mais ce qu'on s'est aperçu avec l'expérience, et c'est ça qui a entraîné la contre-performance, c'est que ça mettait dans nos gérants dans une position impossible par rapport à la promesse. Lorsqu'on n'a pas de promesse, ce qui est le cas de la plupart des fonds, je vous dis tous les fonds, on n'a pas de problème, le fonds baisse, il remonte et puis c'est pas grave. Nous, lorsqu'on baisse de plus de 20 ou 30%, eh bien, on est censé s'arrêter. Dans la pire des crises en 2005, 2008, je veux dire, on n'a pas fait plus de 5% de baisse. Donc, on a bien résisté. Et l'expérience, on l'a vu concrètement, c'est-à-dire entre un gérant qui a des stop-loss et un gérant qui a des options,
Celui qui a des options, mécaniquement, son exposition baisse lorsqu'il y a une crise et remonte si la crise s'arrête. Celui qui a des stop-loss, il va falloir qu'il prenne une décision, soit d'acheter, soit de vendre après. Et cette décision, elle n'est pas possible. Voilà, ce que vous êtes en train de nous dire dans votre gestion, elle est un peu différenciante par rapport aux gestions qui nous sont proposées dans la catégorie des fonds flexibles, on va dire, si vous avez accepté d'être dans la catégorie flexible, d'avoir deux types de gestion ou de process, c'est-à-dire la partie option que vous apportez et la partie stop-loss. Oui. Alors maintenant, le problème qui se pose, c'est que nous, par rapport à des conjonctures économiques et financières qui peuvent paraître parfois difficiles et délicates, quelle est la propension à la hausse, quelle est la propension à la baisse de votre fonds? Où on met les pieds quand on est avec vous? J'ai abandonné les stop-loss, j'ai abandonné la gestion des titres en direct. Pourquoi? Pour revenir à ce qui est indispensable pour un fonds flexible de mon point de vue, c'est-à-dire si je veux respecter ma promesse, c'est-à-dire revenir sur ce que j'ai fait entre 2003 et 2011, période qui n'était pas si facile que ça. On a eu des périodes de hausse, on a eu des périodes de baisse. On vous attendait là, à ce moment-là. On vous attendait. Et j'ai repris ce processus depuis le début septembre et ça refonctionne. C'est-à-dire que depuis le début septembre, on a fait la hausse, on est à plus de 50% de la hausse. Et lorsque le marché a baissé avant les discussions budgétaires, eh bien on a fait 20% de la baisse. Et ça par construction. À partir du moment où on a des protections en portefeuille proche de la monnaie. Techniquement, c'est le mot, c'est proche du cours de bourse, c'est-à-dire que les protections fonctionnent tout de suite, on amortit tout de suite les chocs. À aujourd'hui, dans notre portefeuille, on a des options, ce qui fait qu'on peut stimuler une baisse. Si le marché baisse de 10% aujourd'hui, compte tenu des options qu'on a en portefeuille aujourd'hui, le fonds baissera de 3,5%. Alors, un petit exemple. Aujourd'hui, on est dans une période difficile, délicate. Même pour autant, les marchés montent sur les mauvaises nouvelles. C'est assez atypique. Donc aujourd'hui, comment vous êtes positionné aujourd'hui, là, au mois d'octobre? Comment vous êtes aujourd'hui? Alors, on a une hypothèse positive, donc on est à peu près 50% d'actions. Le reste est en obligation courte, en obligation en rendement convertible, etc. Donc très positionné pour un scénario positif. Mais on a mis suffisamment d'options pour que si un crack venait avoir lieu, si on baisse de 10%, je vous dis, on baisserait de 3,5%, et si on baisse de 20%, on baissera de l'ordre de 4 à 5%. Ça, parce qu'on a mis les protections en portefeuille aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça y est, le process va vraiment fonctionner? Il n'a pas fonctionné à un moment donné, mais maintenant il fonctionnera tout le temps. Qu'est-ce qui... Dites-nous un peu. Bon, j'ai remis les options telles qu'elles étaient, voilà. Et ça c'est essentiel. 2, on resélectionne les gérants. J'ai jamais arrêté de faire la sélection de gérants, je sélectionne les meilleurs gérants, et c'est la meilleure façon d'appliquer notre process d'allocation d'actifs. Et troisièmement, on ne changera pas. Ce process de gestion via des fonds et via des options, c'est ce qui fonctionne pour un fonds flexible qui réalise cette promesse. Et ça, on ne changera pas là-dessus. On fera forcément des recherches pour améliorer, mais aucune amélioration ne sera faite sans un test préalable sur des fonds annexes pour voir quelles en sont les conséquences. Vous m'avez dit, avant de commencer, que vous allez aussi faire une gestion du même style pour les PEA. Vous pouvez m'en parler? Oui, c'est-à-dire que le PEA, aujourd'hui, c'est un produit qui, pour beaucoup de clients, a été décevant. Parce qu'ils ont acheté des actions souvent au plus haut et puis au plus bas, ils n'ont rien fait. Nous, ce qu'on propose, c'est les meilleurs gérants dans un fonds, c'est notre sélection des meilleurs gérants européens, donc les meilleurs gérants, avec une gestion par des options pour couvrir contre les crises. C'est-à-dire que ça doit être le PEA avec le minimum de tracas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des arbitrages rapidement dans des PEA. Et l'arbitrage, on le fait via ces options. Lorsque le marché baisse, naturellement, on amortit les chocs. Et à ce moment-là, évidemment, c'est au gérant de décider de réinvestir ou pas si c'est nécessaire. Mais en tous les cas, on a limité les baisses. Et ce que je vous rappelle, c'est que lorsqu'on a limité les baisses, on n'a pas besoin de faire des exploits à la hausse. Qu'est-ce qui vous permet d'avoir de temps en temps on le voit bien, parce que j'ai lu dans la presse aussi, de temps en temps, vous faites des éclairages macroéconomiques, des tendances, etc. Comment vous allez chercher toute cette information au quotidien? L'information, premièrement, toute l'équipe travaille sur l'information à la base, c'est-à-dire qu'on va lire les rapports des banques centrales, on va lire quand quelqu'un réalise une statistique, on va voir ce qu'il dit de cette statistique, parce que c'est vraiment important, il faut chercher l'information à la base, ça c'est le premier point. Deuxièmement, on a tout un système depuis qu'on a mis en place de récupération d'informations, pour gagner du temps pour récupérer ces informations. On les croise, on les valide. Je travaille aussi avec des experts de façon à valider et définir un process. Ce process, et ce qu'on dit top-down, c'est de la macro, c'est politique monétaire, banque centrale, je l'ai écrit en 2005, ça reste tout à fait vrai. Ça c'est le premier point. Après, les options, eh bien, c'est chaque gérant, chaque fonds a un gérant spécialisé. Chaque gérant gère ses propres options.
sous le conseil d'un spécialiste, qui D'accord. lui va faire tous les calculs théoriques, mais c'est le gérant qui connaît son portefeuille, qui connaît ses risques, qui connaît son comportement, et qui doit anticiper le comportement en période de crise, qui gère ses positions optionnelles. Donc c'est un travail d'équipe. Quel est mon rôle dans tout ça? C'est coordinateur, m'assurer que le process est respecté, que challenger les idées, et après valider, parce qu'on travaille en équipe, que les allocations d'actifs sont cohérentes. Philippe, merci beaucoup. Alors, Henri, est-ce que Philippe vous a convaincu? Oui. Vous le sentez mieux, là? Je n'étais pas venu là pour lui faire plaisir, Ouais. mais je sens quand même quelque part que la société reprend bien en main sa gestion. Je suis assez convaincu et j'attends avec une grande impatience les résultats prochains en termes de performance pour les prochains mois et années, et surtout pour le PEA qui apparemment pourrait peut-être être un outil indispensable pour les prochaines années en ce qui nous concerne. Henri, merci beaucoup. Merci encore Bogdan. Philippe, merci à vous aussi pour toutes ces explications et au plaisir de vous rencontrer de nouveau sur ce même plateau dans les prochains mois. Merci. Merci Bogdan. Merci Bogdan.